les reportages à haut risque, en réalité, c'est des reportages de guerre. C'est des reportages d'investigation de haut niveau. C'est des reportages où n'importe qui ne peut aller sur le terrain. Et ce faisant, pour faire des reportages à haut risque, c'est-à-dire des reportages, par exemple, qui ont lié au terrorisme, il faut non seulement avoir sa carte de presse signée par la HAC, il faut avoir également un ordre de mission délivré par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC. Écoutez, ces deux pièces sont vraiment fondamentales, c'est-à-dire la carte de presse et une autorisation préalable de la HAC. C'est ça que j'appelle ordre de mission délivré par la HAC. Si le président de la HAC ou l'avocat conseil de la HAC démontre que le terrain est vraiment à risque, à haut risque, et que à l'état actuel des choses, puisque la HAC a l'obligation de protéger tout journaliste, la HAC ne peut non plus livrer le journaliste à la mort. La HAC a l'obligation donc de ne pas délivrer un ordre de mission à un journaliste pour qu'il se rende sur un terrain glissant. Donc je pense que pour se rendre sur un terrain à haut risque ou sur un reportage de guerre, selon les tests en vigueur en République du Bénin, il faut obligatoirement avoir une autorisation préalable de la HAC, qui est bel et bien un ordre de mission, et aussi sa carte de presse. Sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Sur le terrain, et d'abord, avant d'aller sur le terrain, il faut inéluctablement que le journaliste ait des informations préalables. Et pour avoir ces informations préalables, le journaliste doit se rendre dans des casernes, il doit se rendre dans des bases militaires qui sont habilitées à gérer ce genre de crise, ce genre de situation. Et c'est après ces informations bien recueillies que le journaliste se rend sur le terrain pour aller écouter, échanger, pour aller recueillir les propos des potentielles victimes, les propos des populations qui occupent le terrain. Et c'est après tout ça, écoutez, on ne demande pas aux journalistes d'aller parler avec des djihadistes, avec des terroristes, avec ceux-là qui veulent ternir l'image du pays par l'arme. Écoutez, après toutes les informations complémentaires, des informations recueillies par le journaliste, il se retire pour voir maintenant l'importance de ces informations. Parce qu'une chose est d'avoir une information d'autre sécuritaire, mais l'autre chose est de voir la faisabilité. L'autre chose est de voir si cette information est diffusable, si cette information est publiable. Parce qu'il ne faut pas publier une information pour faire trembler le pays. Il ne faut pas publier une information pour semer une psychose totale dans le rang des populations, dans le rang de ceux qui vivent dans la zone. Il ne faut pas publier une information pour ébranler la République. Donc, le journaliste a ce que nous avons la responsabilité sociale. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale du journaliste et également ce qu'on appelle le devoir de compétence. Le devoir de compétence, c'est en réalité un article phare du code de déontologie et de l'éthique dans les médias qui amène le journaliste à savoir raison garder, à agir au moment opportun, à faire ce qu'il doit faire en respect des tests en vigueur en République du Bénin. Parce que le rôle premier d'un journaliste, c'est d'éduquer, c'est d'informer, c'est d'éduquer, mais aussi de savoir ce qu'il faut diffuser pour que nous ayons la paix, pour la préservation de la paix en République du Bénin. Après les conflits et la violence qui ont meurtri notre pays pendant la décennie 2000-2010, nous étions en 2010 167e dans le monde. Et malgré tous les efforts déployés depuis, nous étions encore 166e en 2015, puis 159e en 2022. Je ne citerai pas notre classement en 2023, compte tenu de la polémique que j'ai vue se développer depuis mon discours de Soubry il y a quelques semaines. C'est là, franchement, une tempête dans un verre d'eau. Ce dont je parle ici se déroule sur des décennies et est trop important pour que je me laisse entraîner dans des débats stériles. Je parle de la vie de chacune et de chacun d'entre nous. C'est un sujet à la fois trop sérieux et trop important pour que l'on se permette de l'utiliser à des fins bassement politiciennes. Ce que j'essaie donc de vous dire, c'est que le message de Houphouët-Boigny prend toute sa valeur quand nous suivons
l'évolution du développement humain dans notre pays au fil des ans. Ce que ces chiffres, ce résultat veulent nous dire, c'est que la violence et le conflit ne sont jamais, jamais, jamais la solution pour un pays. Quand un pays sombre dans la violence, les premières victimes de cette violence sont les plus faibles, les plus démunis et les plus pauvres. C'est cette triste réalité que l'IDH capture. Quand on est jeune et démuni, la violence peut paraître une solution tentante. L'arme qui va vous permettre d'acquérir rapidement et sans grand effort tous ces biens que vous aimeriez posséder, cette voiture, cette villa, cet ordinateur. Je vous le dis, ce n'est pas vrai. Tout ce que la violence apporte avec sa corde de destruction, c'est une régression sur tous les plans. Les dégâts que provoque la violence dans un pays, il faut des dizaines d'années pour les réparer. Voilà ce que nous dit le fameux IDH pour notre pays. C'est pour cela qu'Houphouët-Boigny voulait nous inculquer à tous l'amour de la paix. C'est pour cela que je ne vous parle que d'apaisement, de tolérance, de paix dans chacune de mes interventions. C'est cela le vrai message de l'oufouettisme, la paix, l'amour de la paix. Voilà ce dont je tenais à vous parler aujourd'hui. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre, a dit Winston Churchill. Alors que nous nous rapprochons de 2025, je crains que des leaders sans scrupules essaient de nouveau de nous entraîner dans la voie du conflit et de la violence et de la division. Si je me suis porté candidat à la présidence du parti d'Houphouët-Boigny, dont les militants m'ont fait l'immense honneur de m'élire, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour barrer le chemin à ceux qui n'auraient rien appris du passé récent de notre pays. Les Ivoiriens sont fatigués de la violence, des injures et des outrances verbales. Ils veulent vivre dans une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée. Je m'efforce au PDCI de susciter des débats sur des sujets déterminants pour l'avenir de notre pays. C'est le sens du combat que je mène aujourd'hui. Ainsi, il y a quelques mois, j'ai relevé que trop peu d'Ivoiriens étaient inscrits sur nos listes électorales pour que nous ayons des élections crédibles. J'ai indiqué qu'il fallait que 4 à 5 millions d'Ivoiriens de plus soient inscrits sur les listes électorales. Je ne peux qu'observer qu'après les polémiques et injures que mes interventions semblent parfois susciter chez certains, ces chiffres semblent maintenant acceptés de tous, y compris à la Commission électorale indépendante, la CEI. J'ai ensuite parlé de l'IDH il y a quelques semaines. De nouveau, après que j'eus subi attaques et injures, mes propos semblent avoir suscité un débat que je crois utile sur l'état de l'éducation et de la santé dans notre pays. Dans le message que je vous ai adressé à la fin de l'année dernière, j'ai pris l'engagement de faire de la politique autrement. Faire de la politique autrement, c'est ne pas craindre de mettre sur la table et de débattre de questions fondamentales pour l'avenir de notre pays. Faire de la politique autrement, c'est ne jamais tomber dans l'invective ou dans les injures. Donc, malgré les attaques dont je suis l'objet de façon maintenant quasi quotidienne, je suis resté fidèle à cette ligne de conduite et je n'en dévierai pas. C'est en nous comportant de la sorte que nous, leaders politiques ivoiriens, pouvons éviter les erreurs du passé et ainsi véritablement honorer la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Tous les jours, quand je les rencontre, les Ivoiriens me disent à quel point ils apprécient ma démarche et celle du PDCI. Et je dois avouer que cela me fait chaud au cœur et m'encourage à poursuivre dans cette voie. Les adhésions au PDCI sont bien la preuve que cette approche plaît aux Ivoiriens et suscite chez eux un engouement réel. Je les en remercie et je m'en réjouis. Depuis quelques semaines, je dirais de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses sur la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque
de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail depuis l'extérieur. Ce n'est pas honorable pour un officier d'agir ainsi. Je pense que pour plus de dignité, ce serait bien qu'ils rentrent et qu'ils mènent eux-mêmes leur projet. Et nous les attendons. C'est pour vous dire que nous suivons la situation et nous allons continuer de sévir et d'agir pour toujours maintenir le cap que nous avons donc pris. Parce que c'est une lutte de longue haleine. Ce sont des événements qui ne vont pas manquer. Nous dérangeons beaucoup de gens, nous savons. L'indépendance, comme je vous l'ai dit, ça s'arrache. Donc, ces projets de déstabilisation vont toujours continuer à exister. Mais nous nous battrons contre cela. Parce que une révolution, ça se combat toujours. Mais une révolution aussi, il y a des gardiens qui maintiennent la révolution et vous en faites partie. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés jusque-là qui pensent à avoir eu la chance. Non, ils n'ont pas de chance. Nous les suivons. Donc tous ceux qui sont dans ces projets, c'est les inviter à se départir parce que nous n'allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l'intérêt du Burkina Faso. Et j'espère qu'ils nous comprennent et qu'ils nous entendent. Francis Ngannou va faire son grand retour en MMA. L'ancien champion poids lourd de l'UFC fera ses débuts en Professional Fighter League en octobre prochain. Il affrontera Ronan Ferreira, champion poids lourd de la PFL 2023. Il s'agira de son premier combat en MMA depuis janvier 2022, où il a défendu son titre UFC contre Cyril Gane. À l'issue de ce combat, Ngannou a quitté l'UFC après un conflit contractuel. Loin des combats de MMA, il s'est ensuite consacré à la boxe pour affronter les poids lourds comme Tyson Fury. Il a failli créer la surprise en manquant de peu la victoire. L'année dernière, Francis Ngannou a signé un accord avec la PFL, devenant président et propriétaire d'actions de la PFL Africa. Joseph Kabila prépare une insurrection en République démocratique du Congo, déclaration de Félix Tshisekedi dans la nuit de mardi à mercredi sur les antennes d'une station de radio privée congolaise.
Le président congolais a, lors de cette sortie médiatique, accusé par ailleurs son prédécesseur d'appartenir à l'Alliance du Fleuve, mouvement politico-militaire incluant les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et actifs dans l'est du Congo. Pour Félix Tshisekedi, Joseph Kabila en est l'incarnation. C'est Corneille Nangaa, ancien patron de la Commission électorale nationale indépendante congolaise, qui avait lancé ce mouvement en décembre à Nairobi au Kenya. En janvier 2019, la RDC réalisait sa première passation démocratique du pouvoir. Joseph Kabila cédait le témoin à Félix Tshisekedi. Les deux hommes étaient liés par un accord de gouvernement qui n'aura duré que 2 ans. L'élevage de poissons pour survivre au changement climatique. C'est la solution trouvée par les Maasai au Kenya. Avec le changement climatique impactant leur bétail, de nombreux Maasai comme Charity se tournent vers la pisciculture. Autrefois, son mari gérait le bétail, mais la grave sécheresse de 2020 à 2023 a tué des centaines de vaches et de moutons de leurs troupeaux. Quand la sécheresse est arrivée pendant 4 années consécutives, nous avons été sévèrement touchés. Nos vaches sont mortes, nos moutons sont morts. Nous n'avions plus rien. Les terres étaient laissées à nu, sans rien pour les vaches à paître. J'ai donc décidé de mettre de côté un morceau de terre pour élever des poissons et observer comment ils se comporteraient. Car j'ai réalisé que c'était une bonne source de nourriture. Je peux aussi les emmener sur le marché, les vendre et éduquer mes enfants avec les revenus. L'élevage de poissons nécessite beaucoup de capitaux en raison des coûts élevés de l'alimentation. C'est avec l'aide du gouvernement que Charity a commencé son activité en créant l'année dernière un étang à poissons. Le gouvernement lui a fourni des lignées, des tilapias du Nil et des aliments. Ce programme vise à encourager la consommation de poissons dans la communauté Maasai. Pour répondre à cette question de la rareté des terres, des changements dans les systèmes de subsistance dus au changement climatique, le programme a trouvé important d'avoir des élevages de poissons dans les milieux ruraux. Au moins, ils ont des moyens de subsistance alternatifs et une diversification des systèmes alimentaires pour répondre aux problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition au sein de leur foyer. Diversifier les revenus aide à combattre les effets du changement climatique. L'Autorité nationale de gestion de la sécheresse du Kenya indique que 2,6 millions de bovins sont morts à cause de la sécheresse entre 2020 et 2023. Malgré les désaccords au sein du gouvernement de coalition sud-africain, le président Cyril Ramaphosa avance dans la mise en œuvre du projet de loi instaurant une couverture santé universelle. Signé par le chef d'État en mai dernier, juste avant les élections, le projet de loi se base sur une refonte majeure du système à 2 vitesses de l'Afrique du Sud. Le ministre de la Santé a déclaré que la section du texte qui décrit les mécanismes de transition serait mise en œuvre immédiatement. Les partisans de ce projet parlent d'un changement générationnel visant à inverser les inégalités qui remontent à l'époque de l'apartheid, mais les grandes compagnies d'assurance maladie locale estiment que le modèle de financement proposé ne fonctionnera pas. L'un des opposants au projet de loi est le parti Alliance démocratique, qui dirigeait autrefois l'opposition, mais a désormais rejoint l'ANC dans un gouvernement de coalition. Le leader du parti a déclaré le mois dernier que le projet de loi continuait d'être un point de friction pour le nouveau gouvernement. Clap de fin pour Ahmed Achani. Le Premier ministre tunisien a été limogé mercredi par le chef de l'État Kais Saied. Il a été remplacé dans la foulée par Kamel Madouri, qui occupait le poste de ministre des Affaires sociales dans son gouvernement. L'annonce a été faite par la présidence tunisienne dans un communiqué. Ahmed Achani quitte son poste près de 12 mois après sa nomination. Le désormais ex-premier ministre n'a pas survécu à la crise récurrente des coupures d'eau et d'électricité dans de nombreuses régions tunisiennes. L'intéressé met en avant la sécheresse pour justifier ces pénuries. Son ministre de l'Agriculture affirme que le niveau des barrages est extrêmement critique
et qu'il a atteint 25%, ce que conteste le président tunisien. Kais Saied y voit plutôt un complot politique à l'approche de la présidentielle. Le président sortant a déposé lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 6 octobre. La variole du singe au centre des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. Son directeur général a annoncé mercredi qu'il allait réunir un groupe d'experts pour déterminer si la propagation croissante de la pathologie doit être déclarée urgence mondiale. Au moins 10 pays africains sont touchés par ces virus, selon les données publiées la semaine dernière par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La République démocratique du Congo en est le principal foyer, avec plus de 96% de tous les cas et décès. Par rapport à la même période de l'année dernière, les cas ont augmenté de 160% et les décès de 19%. Une nouvelle version du virus, qui peut tuer jusqu'à 10% des personnes, est apparu en RDC. En 2022 déjà, l'OMS avait déclaré la variole du singe urgence mondiale après sa propagation dans 70 pays. Les pays occidentaux ont endigué cette maladie grâce à des vaccins et aux traitements, des outils très peu disponibles en Afrique. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, a tenu une réunion urgente à Jeddah, en Arabie Saoudite, mercredi, pour aborder l'escalade des tensions et les questions de souveraineté régionale au Moyen-Orient. L'Assemblée des ministres des Affaires étrangères a notamment réagi aux incursions en territoire iranien. L'agression et la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran par l'assassinat d'un dirigeant politique sur son sol est un acte qui ne peut être considéré isolément. Cet acte odieux ne fait qu'exacerber les tensions existantes, pouvant conduire à un conflit plus large qui pourrait engloutir toute la région. Le ministre des Affaires étrangères de la Gambie, Mamadou Tangara, a souligné la pression que l'assassinat d'Ismaël Haniyeh a exercée sur la diplomatie internationale. L'assassinat du cheikh Ismaël Haniyeh n'étouffera pas la cause palestinienne. Au contraire, il l'amplifie, soulignant l'urgence de la justice et des droits de l'homme pour le peuple palestinien. Que l'on sache que de tels actes ne dissuaderont pas, mais renforceront au contraire la détermination de ceux qui recherchent la paix et la justice. À l'issue de cette réunion, les 57 nations de l'OCI ont publié une déclaration imputant à Israël, qu'il nomme la puissance occupante illégale, la responsabilité de l'assassinat du chef du Hamas. Le Hamas a déclaré mardi avoir choisi Yahya Sinwar, son plus haut responsable à Gaza depuis 2017, comme nouveau chef. Le groupe militant palestinien a déclaré dans un communiqué avoir nommé Sinwar à la tête de son bureau politique pour remplacer Ismaël Haniyeh. Le choix de ce personnage secret qui dirige les partisans de la ligne dure du Hamas est considéré comme un geste de défi. Après la mort de Haniyeh en Iran la semaine dernière dans une frappe imputée à Israël, Sinwar est désormais en tête de la liste des personnes à abattre de l'État hébreu. Yahya Sinwar est un terroriste de haut rang, responsable de l'un des actes terroristes les plus horribles de l'histoire, le 7 octobre. Il n'y a qu'une place pour Yahya Sinwar. C'est à côté de Mohammad Daif, de Randour et d'Ayman Nofal. C'est le seul endroit que nous prévoyons pour Yahya Sinwar. En mai dernier, les procureurs de la Cour pénale internationale ont demandé un mandat d'arrêt contre Sinwar, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense pour crimes de guerre.